Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce soir, soutien aux actions de développement du CNRD. Des femmes réunies au sein de l'Alliance pour la Renaissance ont organisé une cérémonie au Palais du Peuple qui a réuni des ministres et autres cadres de l'administration publique. Les échos dans ce journal. Santé maternelle et néonatale, l'UNICEF vient d'offrir un important lot d'équipements et de médicaments aux structures sanitaires publiques du pays. Le montant s'élève à plus de 5 000 $. À la fin de cette édition, nous ferons un tour au CELPAC qui vient de recevoir un important lot de livres de la part de la bibliothèque Djibril Tamsir Niane pour encourager la lecture en République de Guinée. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Ce 1er avril 2025, un lot de matériel électoral a été réceptionné à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry pour mettre en marche la première phase du retour à l'ordre constitutionnel. La cérémonie s'est déroulée en présence des acteurs clés en charge de la mise en œuvre des 10 étapes du processus électoral. Ces équipements modernes permettront de garantir des élections fiables et transparentes en Guinée. Ousmane Bangoura. Le chemin vers le retour à l'ordre constitutionnel, comme l'a annoncé le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans son adresse à la nation en fin d'année, se concrétise jour après jour. Ce mardi 1er avril 2025, une étape considérable a été franchie pour le retour à l'ordre constitutionnel. Une délégation composée du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général 2e section, Ibrahim Khalil Kondé, et du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que de cadres chargés du processus électoral, a réceptionné un lot de matériel électoral biométrique et moderne. Cet événement marque une avancée concrète dans la 3e étape du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Cette nouvelle génération de matériel électoral témoigne de l'engagement du gouvernement, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, à garantir des élections transparentes et fiables en 2025. Ce vaste lot d'équipements électoraux, composé principalement d'ordinateurs portables et de kits d'enregistrement biométrique, permettra d'optimiser le processus de vote, de garantir l'identité des électeurs et d'assurer ainsi l'intégrité du scrutin en Guinée, ainsi que dans les 35 circonscriptions à l'étranger. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, à travers le gouvernement, avait mis en place 10 points du chronogramme. Notamment, le premier point était le recensement général de la population. Le deuxième point, c'était le recensement administratif à vocation d'état civil, qui allait aboutir au troisième point, qui était la constitution du fichier électoral, ensuite l'organisation du scrutin référendaire. Nous entamons maintenant la phase d'enrôlement biométrique, donc le recensement biométrique des citoyens. Vous savez quand même que la Guinée s'est dotée d'une loi sur l'identification des personnes physiques, qui fait qu'aujourd'hui, à partir de 10 ans, chaque citoyen guinéen peut avoir ses données biométriques collectées et conservées et peut avoir une carte d'identité nationale à l'âge de 10 ans. Donc ce processus va nous permettre de constituer le registre national des personnes physiques et le fichier électoral de façon concomitante, comme c'était prévu dans le processus de mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Ces kits sont composés d'ordinateurs portables, ils sont composés de capteurs d'empreintes biométriques, d'empreintes digitales, de l'iris. Cette fois-ci, la Guinée rajoute à l'iris, ça c'est pour garantir aussi l'unicité du citoyen guinéen, pour éviter que nous ayons des doublons comme nous l'avons connu par le passé dans le fichier. Et cela nous permet de garantir que le numéro personnel d'identification qui sera attribué aux Guinéens sera un numéro unique et le citoyen sera unique dans la base de données. Nous avons également cette fois-ci mis un GPS pour géolocaliser les kits. Ça va permettre de suivre l'opération de recensement sur le terrain et de savoir si un agent recenseur a sauté un secteur. Donc ces données GPS aujourd'hui vont permettre d'enrôler les citoyens et de les affecter directement à un centre de vote. Et le centre de vote va apparaître
sur le récépissé d'enrôlement. Aujourd'hui, on a reçu 37 palettes et les 37 palettes correspondent à 3000 kits d'enrôlement biométrique. Le gouvernement a voulu faire fort pour que tout le monde soit quand même identifié. Nous allons passer à 6000 kits et les jours à venir, vous allez recevoir le second cargo aussi avec 3000 kits d'enrôlement. On aura 35 circonscriptions électorales à l'étranger, notamment les ambassades et consulats qui sont concernés. Ce matériel, il est très performant, il est sécurisé. Nous l'avons fait tester aussi par une expertise internationale. Notamment, il y a eu très récemment pour la validation un expert IT qui a été déployé par l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous accompagne déjà depuis 3 ans en termes d'expertise internationale, qui a validé. Et toutes les sécurités logiques sont contenues dans le kit. Et cette fois-ci, il y a beaucoup de surprises parce que les agents recenseurs vont se connecter à travers leur empreinte digitale, pas avec un mot de passe qu'ils pouvaient passer à d'autres ou se faire remplacer pendant le recensement. On a créé les centres de vote cette fois-ci. Donc vous savez qu'après l'enrôlement, on venait afficher les listes et si vous ne venez pas, on vous affecte dans un bureau de vote sans savoir qu'on était en train de vous délocaliser. Donc c'était une opération aveugle qu'on a essayé aujourd'hui de balayer. Et on a fait tout cela sur la base d'un découpage administratif actualisé en période de 6 mois. Ça fait 11 mois que nous travaillons à créer ces éléments de sécurité et à rassurer à ce que le travail qui va être présenté au peuple de Guinée soit un travail de qualité, mais un travail d'intégrité aussi et performant. Une formation des agents électoraux est prévue afin d'assurer une utilisation efficace du matériel lors des élections. On avait déjà recruté les coordinateurs régionaux au niveau du PNRAVEC. Ils sont sur le terrain depuis plus de 6 mois. Il y a les coordinateurs préfectoraux qui sont des ingénieurs informaticiens qui ont commencé à travailler déjà sur le terrain. On a également les superviseurs qui sont sur le terrain qui ont été évalués cette fois-ci et nous avons retenu les meilleurs. D'autres viendront compléter. Mais au-delà de ça, on aura quand même des équipes encore de renforcement, donc des équipes techniques de maintenance et d'appui au niveau des régions, au niveau des préfectures, mais également les officiers d'état civil seront là pour accompagner les citoyens qui n'ont pas d'actes à avoir les actes en lien avec les différents tribunaux et justice de paix de notre pays. Parmi les 10 étapes du processus de retour à l'ordre constitutionnel, celle de l'établissement du fichier électoral succède au recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC. Il vous souviendra que le premier c'était le RGPH et le deuxième c'était le RAVEC, donc le recensement administratif à vocation d'état civil qui directement allait vers le troisième qui est l'organisation du processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette étape. Et ensemble, donc le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil et la direction nationale des affaires politiques et de l'élection, sous la coupe du MATD, donc du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, passe aujourd'hui à la troisième étape. Nous recevons ensemble aujourd'hui les kits biométriques pour procéder justement à cette opération sur le terrain, l'opération qui consiste à faire la biométrie des citoyens pour, d'une part, dans le cadre du programme, constituer le registre national des personnes physiques et de l'autre, faire le fichier, extraire le fichier électoral, donc pour procéder justement à cette troisième étape. Donc c'est une opération qui se fait concomitamment. Ça nous permet de gagner des délais et de respecter surtout l'engagement du président de la République qui est justement d'aller au-devant de tout le monde pour que les choses se fassent dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. C'est une équipe soudée, le PNRAVEC et la DNAPAE, sous la conduite du MATD, qui aujourd'hui déroule ce processus. Cela prouve à suffisance qu'il y a une synergie d'action qui se crée et tous les paramètres sont pris en compte. Aujourd'hui, nous avançons, nous évoluons grâce à cette concomitance de nos opérations. Concernant la protection et la sécurité du matériel électoral jusqu'à son utilisation, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, a donné des instructions claires au commandant de région de la gendarmerie afin d'assurer la sécurité de ces équipements sensibles. Pour sa part, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général 2e section, Ibrahim Khalil Condé, s'est félicité de cette avancée majeure qui marque un tournant important dans le processus électoral. Vous savez, le 31 décembre dernier, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a pris l'engagement devant le peuple de Guinée que l'année 2025 sera l'année
des élections. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de vivre ce grand événement, celui de recevoir les kits d'enrôlement biométrique des citoyens. Le retour à l'ordre constitutionnel commence par la mise en place de la nouvelle constitution. Mais pour la mise en place de la nouvelle constitution, il faut voter, il faut le scrutin référendaire. Mais pour le scrutin référendaire, il faut produire des fichiers électoraux. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir les kits d'enrôlement biométrique des citoyens. C'est un grand honneur pour moi. Ça nous permet de respecter le délai que le président de la République a pris devant le peuple de Guinée. 2025 sera bel et bien une année électorale pour la République de Guinée, a déclaré avec conviction le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et je peux lancer un appel aux citoyens et citoyennes de Guinée de se mobiliser pour rejoindre les bureaux du recensement que se fait enrôler pour avoir la possibilité de voter pour son candidat. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que la tenue des élections dans le courant du 2025 est certaine. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a quant à lui souligné l'importance de la biométrisation du processus électoral, affirmant que cela garantirait non seulement la fiabilité et la transparence du scrutin, mais permettrait également de gagner du temps dans d'autres processus similaires à l'avenir. Il a ainsi lancé un appel à tous les citoyens et acteurs de la société à s'engager activement dans cette démarche. Nous attendions ce moment avec, impatience, parce qu'avec l'arrivée de ces kits, le processus réel sur le terrain pourra démarrer. Ça reconfortera, les équipes qui sont déjà déployées sur le terrain, et ça permettra au ministre de l'Administration du Territoire, avec ses équipes, d'engager le processus permettant la constitution du fichier électoral et en même temps à poursuivre, le recensement administratif à vocation d'état civil de la population. Ce que les gens doivent savoir, cette opération, elle est lourde actuellement. Mais à partir de maintenant, pour les années à venir, on ne va plus passer du temps à dire qu'il faut qu'on procède à un recensement pour avoir le fichier électoral. Le fichier électoral sera nourri au fur et à mesure, de l'évolution des âges, etc. Donc c'est une opération de départ qui permettra à la Guinée d'économiser du temps, d'économiser de l'énergie pour les prochaines élections futures que le pays aura organisées. Et de l'autre côté aussi, avec le PNRAVEC, c'est toute l'administration qui va changer. C'est une possibilité accrue à l'État d'avoir une bonne connaissance de ses citoyens, de pouvoir cibler ses politiques, toutes les politiques. Les citoyens sont appelés à se mobiliser, à avoir leurs documents. Parce que je dis, demain, un enfant qui doit aller à l'école, qui doit passer un examen, on lui demandera son numéro d'identification personnelle pour que le diplôme qu'il aura ne soit pas confondu avec le diplôme de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, c'est toute la société guinéenne qui pourrait être de ce point de vue impactée par ce processus. Le gouvernement pourra maintenant mieux gérer ses politiques, que ce soit pour les affaires sociales, que ce soit pour l'éducation nationale, que ce soit pour tout, même les budgets, les impôts, les finances, même le registre des entreprises, le système bancaire. Donc c'est tout le processus de nos administrations qui vont évoluer. La réception de ce matériel électoral moderne est surtout l'illustration de l'engagement inébranlable du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à restaurer l'ordre constitutionnel. Sur sa vision éclairée, la confiance du peuple dans ses institutions renaît et un appel est lancé à chacun d'y participer afin de transformer cette opportunité en un véritable tournant historique.
À présent, mesdames et messieurs, ce décret qui sera lu par le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, le général Amara Camara. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez la parole. Décret D 2025 046 PRG CNRD SGG fixant la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète, article 1er, la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée est fixée au dimanche 21 septembre 2025. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 1er avril 2025. Signé le général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci donc à monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée pour ce décret. Nous poursuivons cette édition des femmes guinéennes déterminées à vulgariser les actions posées par le CNRD depuis le 5 septembre 2021 à l'initiative de l'Alliance des femmes pour la Renaissance. Une grande cérémonie de reconnaissance vient de se tenir au Palais du Peuple et la mobilisée des membres du gouvernement et autres cadres de l'administration publique. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. Vêtues en blanc, elles sont venues de toutes les catégories socio-professionnelles de la capitale. À l'initiative de l'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya, ces Guinéennes veulent prendre une part active à la refondation en cours dans le pays. Devant des membres du gouvernement, l'Alliance des femmes se dit convaincue des actes posés par le président de la République et réaffirme son soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. Nous, femmes de Guinée, exprimons notre reconnaissance envers le président et réaffirmons notre volonté de l'accompagner dans son œuvre de refondation nationale. L'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya est bien plus qu'un simple mouvement de soutien. Elle incarne l'unité, la résilience et la détermination des femmes guinéennes à jouer un rôle actif dans la construction d'une Guinée nouvelle. Notre objectif est clair, soutenir et préserver les avancées de la transition tout en portant la voix de la femme dans le processus de développement de notre nation. Aujourd'hui, en tant que femmes guinéennes, nous prenons nos responsabilités et demandons officiellement la candidature du général Mamadi Doumbouya. Parmi les invités de marque de ce rassemblement, les ministres des Affaires étrangères et du Transport, la gouverneure de la ville de Conakry et une forte délégation du Cercle des Amis de Gawal Serag. Les messages véhiculés touchent les autorités présentes qui appellent à l'unisson autour des œuvres du général président. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, je voudrais remercier Madame Diallo et son équipe pour avoir organisé ce grand événement culturel qui unit et qui réunit notre peuple et surtout qui montre, qui démontre et qui magnifie les œuvres du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Il est maintenant clair et net que la Guinée n'a plus besoin d'aller chercher un candidat. Nous en avons un qui a fait ses preuves. Le volet culturel de ce rendez-vous a été marqué par un grand saumon animé par notre confrère de l'émission Lambetigui.
Des prestations artistiques et culturelles ont également tenu en haleine le beau public pendant un bon moment. Dans l'actualité encore, l'ambassadeur de la République de Guinée en Malte vient de présenter ses lettres de créance. Il a été reçu par la présidente Myriam Spiteri Debono. La rencontre a permis la création d'un pont de coopération solide entre nos deux pays. Makeme Donzo pour en savoir plus. Le vide diplomatique en République de Malte est comblé. Le drapeau guinéen va désormais flotter dans ce pays de l'Europe du Sud. En recevant les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, la présidente maltaise a affiché sa satisfaction de renouer le contact avec les autorités de Conakry. J'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères pour la présentation des copies figurées par la présidente de la République de Malte. La même question m'a été posée. Il dit, mais la Guinée où vous étiez? Il dit, cela fait 20 ans qu'on n'a pas vu un ambassadeur de Guinée à Malte. Alors c'est pour vous dire avec la clairvoyance de notre chef de l'État, le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya et le ministre des Affaires étrangères, Dr Moussanda Kouyaté, maintenant la Guinée est de retour à Malte. Cette reprise de la coopération bilatérale va toucher plusieurs domaines de développement. Le diplomate guinéen a pu négocier un regain d'intérêt des autorités maltaises pour le secteur de la santé et celui de l'éducation. Les premiers contacts sont établis. Nous avons pu faire quelques rencontres au niveau de la Direction générale des relations bilatérales, la Direction générale de l'immigration et puis la communauté guinéenne vivant à Malte, accompagné de mes collaborateurs et le président du bureau des ressources guinéens en Espagne et à Malte, pour leur faire comprendre que finalement que la Guinée est de retour. Et le gouvernement maltais a saisi cette occasion pour renouveler auprès du gouvernement guinéen qu'ils étaient prêts à nous accompagner dans le domaine humanitaire, dans le domaine de l'éducation et de la santé. Dans l'ensemble des pays de sa juridiction diplomatique, l'ambassadeur Framoy Mara gère plus de 14 000 Guinéens établis à Malte et en Espagne. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur et sa délégation ont eu des rencontres de travail avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Malte, sur le niveau des rapports de coopération. Il a aussi rencontré plusieurs hauts responsables de ce département, ainsi qu'un grand commis du Parlement maltais. 4e recensement général de la population et de l'habitation. En juin prochain, le dénombrement principal pour une période d'1 mois sera lancé. D'ici là, les membres du comité technique intersectoriel du recensement, deuxième organe du RGPH 4, se sont réunis ce mardi à Conakry pour faire le point sur plusieurs questions relatives à la nécessité d'appuyer l'INS dans la mise en œuvre de cette opération complexe. C'est un reportage de Mamadi Ternaka Misoko. Suivez. C'est la première session 2025 du comité technique intersectoriel du 4e recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4. La rencontre est cruciale tant sur les défis à relever que sur le délai. Après la validation du rapport de la cartographie censitaire par les experts de l'UNFPA, les efforts se concentrent désormais sur le dénombrement principal prévu en juin prochain. Les équipes techniques sont prêtes, mais il y a des questions administratives à régler. Il ressort de cette session des défis. Défis en termes de respect du chronogramme. Parce que selon le chronogramme actuel, nous devons réaliser la phase de terrain du développement principal en juin. Mais avant cette phase, nous avons beaucoup de travaux préparatoires, notamment le recrutement et la formation des agents recenseurs, leur déploiement sur le terrain, l'acquisition des équipements supplémentaires et le déploiement de tous les équipements qui ont été acquis et sur le terrain. Le comité technique intersectoriel du recensement est le deuxième organe du RGPH 4. Il rend compte de ses conclusions au Conseil national du recensement présidé par le Premier ministre. D'où l'alerte de ces techniciens pour boucler les activités de terrain avant la saison des pluies et les échéances électorales. Il a été surtout question des perspectives, notamment sur le dénombrement lui-même et la date de ce dénombrement avec quelques contingences que nous avons analysées et qui ont fait l'objet de discussions parmi nous et des recommandations sont formulées à soumettre
au Conseil national du recensement sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Déjà, l'Institut national de la statistique INS a lancé une vaste opération de recrutement de quelques 23 000 agents au compte du dénombrement principal. Ici, tous les membres du CETIR sont convaincus qu'avec le concours du Conseil national du recensement CNR, le calendrier révisé de mise en œuvre du RGPH 4 est bien tenable. Vers l'acquisition de nouveaux sites industriels à Fouré-Caria, il est identifié par l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME s'y est rendue la semaine dernière pour constat, mais pas que. Karim Kamara nous en dit plus. De Fouré-Caria, 10 minutes de route pour rallier le district de Maligui-Agbé sous-préfecture de Farmoria. C'est ici que l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels a identifié un nouveau site pour en faire un parc agro-industriel. Après les travaux d'identification doublés de concessions, la ministre du Commerce arrive sur le terrain. Objectif pour Dr Diaka Sidibé, constater la disponibilité effective du site, mais aussi échanger avec les populations riveraines. Le site là, en fait, a beaucoup d'avantages. Non seulement c'est tout près de la frontière sierra-léonaise et c'est aussi près d'un port. Ce sera beaucoup plus de l'agro-industrie que l'on fera sur ce site-là. Donc c'est toute une chaîne de valeur que l'on va mettre en place. C'est-à-dire que vous avez les producteurs qui vont venir cultiver d'un côté, vous avez la transformation et vous avez la commercialisation. Donc c'est toute la chaîne de valeur qui va être mise en valeur sur ce site-là. Le futur parc industriel de Maligui-Agbé est d'une superficie de 5000 hectares, situé à 20 km du corridor du projet Simandou. D'ores et déjà, les 3000 âmes de la localité témoignent leur adhésion au projet. Il y a eu moult négociations pour l'acquisition de ce domaine appelé Meregbé. Nous estimons que nos terres et nous-mêmes appartenons à l'État. Du coup, nous n'avons aucun problème à cela, si c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Le site bénéficie aussi d'un accès stratégique au port minier de Konta, une initiative qui s'aligne sur la volonté des autorités du CNRD de faire de l'industrie un moteur clé de la croissance économique nationale. Nous poursuivons cette édition dans le volet santé. L'appui aux structures sanitaires publiques du pays s'intensifie sur le terrain. En ligne de mire, l'UNICEF pour promouvoir la santé maternelle et néonatale. Cette institution onusienne vient d'offrir un important lot d'équipements et de médicaments qui se chiffrent à $120 000. Aboubakar Diaby, Morlaï Souma. En Guinée, l'UNICEF ne cesse de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'institution onusienne a offert cet important lot d'intrants sanitaires à l'Institut de nutrition et de santé des enfants, NC. Le don est composé d'une ambulance, des médicaments, du matériel et des consommables. Ce geste devrait permettre d'assurer la prise en charge des nouveau-nés dans toutes les structures sanitaires du pays. Le coût de ce don s'élève à plus de $120 000. La mortalité des enfants de moins de 31 jours est très élevée en Guinée. Et l'INSEE est le seul centre de référence qui peut recevoir les enfants et leur maintenir, leur permettre de passer le cadre des 31 jours. Donc nous avons pensé, en collaboration avec la République de France, de voir dans quelle mesure on pouvait donner une ambulance de référence pour transporter les enfants en toute sécurité, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait des tables chauffantes, il y ait des extracteurs d'oxygène pour permettre aux enfants de pouvoir survivre. En recevant ce don, les autorités sanitaires mesurent à sa juste valeur les défis importants liés à l'amélioration de l'offre des soins aux nouveau-nés. Le taux de mortalité néonatale et infantile est très élevé à cause du sous-équipement du secteur de la santé pour faire face à la prise en charge correcte de ces nouveau-nés qui naissent avec des détresses, qui naissent avec des maladies et qui ont besoin de soins. Nous disons merci à UNICEF, merci au gouvernement et au peuple français. La réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée reste au cœur des activités du gouvernement et ses partenaires.
La stratégie consiste à qualifier davantage les structures sanitaires publiques à travers tout le pays. Dans le même registre, depuis 2008, la Société des mines de fer de Guinée poursuit son engagement dans la lutte contre le paludisme à travers un projet ambitieux. Cette année, plusieurs localités riveraines des monts Nimba ont été récompensées pour les résultats obtenus dans la lutte. Plus de détails avec l'ancien Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo. Réduire significativement la prévalence du paludisme au sein des communautés vivant le long des monts Nimba est l'une des priorités de la Société des mines de fer de Guinée, SMFG. Elle vient d'organiser des campagnes de sensibilisation animées par des spécialistes de la santé. Ces campagnes visent à informer les populations sur les mesures préventives essentielles telles que l'utilisation de moustiquaires imprégnés et l'élimination des eaux stagnantes. La Société des mines de fer de Guinée initie chaque année un projet de 8 mois pour aider les communautés riveraines à connaître ce que c'est que le paludisme à travers les méthodes de prévention du paludisme. Alors nous avons recruté un agent de santé qui passe dans les communautés pour sensibiliser. Grâce à l'effort du gouvernement, à l'effort de la Société Générale des Mines de Fer de Guinée, le palu a diminué ici dans la zone. Donc ma satisfaction est de taille. J'ai toujours demandé à la société de multiplier l'effort qu'ils fournissent dans la zone pourvu que ces activités-là soient continuelles et que ma population vive dans un état parfait. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Elle vise à impliquer les communautés riveraines des monts Nimba dans l'éradication de la malaria dans leurs collectivités respectives. Nous ne savons pas comment vous exprimer, monsieur le directeur, nos remerciements du fait de nous protéger contre le palu. Nul était votre appui, nos visions du monde auraient été plus aveugles, notre humanité appauvrie, tronquée et arriérée. À travers ce programme, la Société des mines de fer de Guinée réaffirme son engagement à promouvoir le bien-être des communautés riveraines des monts Nimba. Ainsi, elle veut continuer à jouer un rôle clé dans la promotion de la santé et du développement durable en Guinée. À présent, ce communiqué de la directrice générale des impôts, communiqué, mesdames et messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire de 20%. J'ai l'honneur de vous informer que le formulaire de déclaration du dit prélèvement sur les paiements effectués en faveur des contribuables non identifiés par l'administration fiscale ou considérés défaillants chroniques est désormais disponible sur le portail e-tax. Ce prélèvement, institué par les articles 7 et 8 de la loi de finances rectificative pour l'année 2022, constitue une obligation fiscale. Ainsi, vous êtes tenu chaque mois d'effectuer le prélèvement sur les contribuables concernés afin de procéder à sa déclaration ainsi qu'à son reversement. Il est précisé que la défaillance chronique d'un contribuable correspond à un défaut ou un retard dans l'accomplissement d'une obligation de déclaration des impôts et taxes non régularisés sur plus de 3 mois. Sachant compter sur votre engagement civique, veuillez recevoir, mesdames et messieurs, l'expression de mes salutations distinguées signée Fatoumata Foula Diallo. L'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires en partenariat avec la Direction nationale de la pêche continentale procède au renforcement de capacités de ces cadres à travers un atelier organisé à Mamou sur la collecte des données. L'activité est financée par l'Agence française de développement à travers le projet d'appui aux statistiques et au foncier rural. Mamadou Patebalde. La pêche continentale, confrontée jusque-là aux banques de données actualisées, va bientôt se remettre sur les rails. Déjà, les cadres de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires se concertent à Mamou sur comment procéder à la collecte des données en matière de pêche continentale. La mission de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, s'inscrit dans l'objectif de prise de décision bien informée et concise, à mettre en place un système permanent intégré de collecte et de production de données statistiques du secteur rural pour une meilleure gouvernance et notamment pour l'évaluation des réalisations du plan national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces agents, une fois formés et déployés,
dans les différentes préfectures cibles, suivant le planning du projet, vont recueillir les données statistiques dans les campements de pêche, dans les débarcadères de pêche, auprès des ménages censés être impliqués et impactés directement ou indirectement. L'ambition est de mettre à la disposition des décideurs des outils indispensables pour la planification, les prises de décision et l'accompagnement du secteur au niveau national. C'est de vraiment ramener les agents enquêteurs à bien collecter les données et comment, quand ils sont sur le site, comment ils vont collecter les données et fournir des informations fiables pour vraiment améliorer les statistiques de pêche continentale. Au terme des travaux, la rencontre a permis la validation des différents sites d'enquête par les directeurs régionaux et les enquêteurs de la Direction nationale de la pêche continentale, ainsi que la composition des groupes focus pour la simulation sur l'utilisation de l'application de la collecte Surveille Solutions et le déploiement des agents dans leur zone d'intervention. Dans l'actualité, toujours la mission de sensibilisation sur les violences basées sur le genre a pris fin à Djubreka et à Koya. 2 semaines ont permis à la directrice générale de l'OPROGEM et les autorités locales de sillonner plusieurs écoles afin d'échanger avec des élèves et encadrants autour des messages liés à la lutte contre les violences basées sur le genre. Youssouf Demaya Kamara, Tabansila. En médecin avant la mort, la directrice générale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au PROGEM sillonne les préfectures de Djubreka et Koya. Accompagnée des autorités préfectorales et éducatives, colonel Marie Gomez, durant 2 semaines, était porteuse de messages de sensibilisation autour des actes de violence dans plusieurs concessions scolaires. Au-delà du partage d'expériences, cette mission de sensibilisation a permis aux uns et aux autres de se familiariser avec des termes liés aux violences basées sur le genre. Elle a permis également de mettre en lumière les comportements à adopter par chacun de nous pour lutter efficacement contre les VBG. Chers apprenants, je vous quitte en étant rassurés de la bonne perception des messages véhiculés. Je vous prie de bien vouloir les capitaliser et d'en faire votre outil de travail de tous les jours. À travers des explications suivies de projections photos, les élèves et les maîtres d'école indiquent avoir compris les messages et comptent les dupliquer, même après la mission de l'OPROGEM. Maintenant, je ferai très attention, je serai très prudente. Même en quittant à l'école, en partant, je ferai en sorte d'être en groupe. Et je ferai très attention au mode vestimentaire aussi que je porterai. Et puis encore, j'éviterai de sortir aussi la nuit et également essayer de sensibiliser mes autres camarades de classe. Durant 2 semaines d'information et de sensibilisation éducative, les 2 préfectures s'engagent à mettre en place des initiatives de sensibilisation afin de parvenir à réduire le taux de violence dans ces 2 localités. Attention les filles, faites beaucoup attention avec vos petits copains qui vous donnent des jus. C'est souvent mélangé. On va vous faire dormir et abuser de vous. Je prends la parole aujourd'hui pour tout juste signifier la position de l'autorité préfectorale qui est toujours prête à accompagner madame dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Durant ces 2 semaines, la commissaire divisionnaire, colonel Marie Gomez, a bénéficié du soutien de tous les acteurs impliqués dans le processus de lutte contre ce fléau. Ils promettent ensemble de jouer leur partition pour la réussite de cette mission. Stop aux violences basées sur le genre. 3e grand titre de cette édition, le Centre de lecture publique et d'animation culturelle bénéficie d'un important lot de livres. Le geste est de la bibliothèque Djibril Tamsir Niane pour soutenir la vulgarisation de la lecture sur l'ensemble du territoire national à travers le CELPAC. Mekine Moussa Kamara et Bintia Kandé pour ce compte rendu. 4 tonnes de manuels sont maintenant stockés au siège du Centre de lecture publique et d'animation culturelle, CELPAC à Donka. C'est un geste de la bibliothèque Djibril Tamsir Niane pour promouvoir le savoir. On ne peut pas donner à meilleure institution que le CELPAC qui représente vraiment la lecture publique sur l'ensemble du territoire national, qui a donc
un réseau de bibliothèques qui, justement, a besoin de livres pour alimenter ces rayons. Même si cela se fait, mais c'est une activité permanente parce qu'il faut régulièrement alimenter les rayons des bibliothèques. Ce don contribuera à l'approvisionnement des rayons des librairies de la Guinée profonde. La croissance démographique est l'une des causes fondamentales de la pénurie de livres des zones rurales. Les autorités sont en train d'élaborer des stratégies pour mieux promouvoir l'industrie littéraire en Guinée. Le CELPAC est dans la dynamique de vulgarisation du livre comme le décret qui vient de le créer. Donc nous sommes dans la vision du président de la République qui veut faire de la Guinée une nation de lecteurs. Donc nous sommes en train de travailler pour que toutes les bibliothèques sur l'ensemble du territoire aient des livres de qualité. Parce que c'est en ayant des livres de qualité qui répondent au goût des lecteurs que la lecture peut se faire. Le CELPAC a pour mission principale de coordonner et d'animer les activités des bibliothèques en Guinée. Des efforts sont en cours pour faire de la Guinée une plate tournante de diffusion du livre en Afrique. Célébration de l'Aïd el-Fitr, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dresse son bilan. 4 accidents de la circulation ont été enregistrés, dont 2 morts selon la police nationale, l'un à Boké et l'autre à Forêt-Caria. L'annonce a été faite par la capitaine Rama Baldé, chargée de communication de la Direction générale de la police. Elle est au micro du colonel Morikaba Sué. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré l'Aïd el-Fitr ce dimanche 30 mars 2025 dans la plus grande sérénité et convivialité. Malheureusement, malgré le dispositif de sécurité impressionnant mis en place à l'occasion de cette fête, 4 cas d'accidents ont été enregistrés à Conakry et à l'intérieur du pays, dont un à Dixine le 30 mars aux environs de 10 heures, entre une moto de marque TVS immatriculée AC7933R et un véhicule de marque Mitsubishi Outlander AJ 483702. Un à Boké le 30 mars aux environs de 20 heures, impliquant un véhicule Toyota RAV4 immatriculé AL 8745L 01 contre un piéton. Un à Forêt-Caria dans la nuit du 30 au 31 mars, impliquant 2 conducteurs de moto et 2 piétons. Un à Koya le 31 mars aux environs de 21 heures, entre un véhicule de marque Volkswagen RC 8813 AL et une moto TVS non immatriculée. Bilan, 2 morts, un à Boké du nom de Mamadou Aliouba, âgé de 5 ans, et Youssouf Bangoura, mineur, à Forêt-Caria. Plusieurs blessés légers et graves, ainsi que des dégâts matériels importants. Comparativement à l'année précédente, ce bilan a connu une baisse des cas de mort grâce à la vigilance et à la promptitude des services de police. Néanmoins, la Direction générale de la police nationale insiste auprès des usagers de la route sur le respect du code et informe que des dispositions sont prises par la Direction centrale de la police routière contre les surcharges de passagers par les motards et l'utilisation de sens contraire à la circulation. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale félicite l'ensemble des agents de police déployés pour leur professionnalisme dans la gestion sécuritaire de la fête de Ramadan. Par la même occasion, la Direction générale de la police nationale présente ses vœux les plus attristés aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTG. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.